Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme aujourd'hui, car oui, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un auteur dont le chef-d'œuvre littéraire est également connu pour être plutôt sulfureux. Un chef-d'œuvre de la littérature libertine mais aussi du roman épistolaire où la narration dispose d'une telle maîtrise que le lecteur vaincu rend les armes et se laisse balloter dans les flots des mots, captivé par cette intrigue finement ciselée. Allez, rien que pour le plaisir, débutons cette introduction par l'un des extraits les plus fameux de ce chef-d'œuvre. On s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature, ce n'est pas ma faute. Si donc, je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupée entièrement pendant 4 mortels mois, ce n'est pas ma faute. Si par exemple, j'ai eu juste autant d'amour que toi de vertu, et c'est sûrement beaucoup dire, il n'est pas étonnant que l'un ait fini en même temps que l'autre. Ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps je t'ai trompé, mais aussi ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure, mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un autre amant, comme j'ai fait une maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Si tu le trouves mauvais, ce n'est pas ma faute. Adieu mon ange, je t'ai pris avec plaisir, je te quitte, sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. Je pense que vous aurez reconnu cette superbe épiphore, oui, soyons précis, des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Et pourtant, malgré toute mon adoration pour cette œuvre qu'à chaque relecture j'admire encore davantage pour sa maîtrise stylistique, aujourd'hui, il ne sera guère question des liaisons dangereuses, mais plutôt d'une œuvre et d'un engagement méconnu de Choderlos de Laclos, son petit traité de l'éducation des femmes, dans lequel, à la fin du XVIIIe, il faisait éclore un féminisme qui allait à contre-courant de la plupart des penseurs de la Révolution française. Puisque, comme le rappelle la philosophe Geneviève Fraisse, la philosophie des Lumières refusait l'égalité des sexes avec une constance à toute épreuve, allant jusqu'à penser un contrat sexuel. Aux hommes appartient la cité au sens antique du terme, c'est-à-dire la fabrication du politique, tandis qu'aux femmes revient celle du foyer et de la fabrication des mœurs. C'est ainsi que naîtra une république suite à la Révolution qui permettra de concilier cette contradiction à l'égalité, à l'absence du droit de vote. Le foyer demeure en dehors de la sphère publique et dès lors, eh bien, les femmes ne sont pas concernées par ces droits civiques. C'est dans ce cadre philosophique donné, et malgré son admiration pour Rousseau, eh bien, que Choderlos de Laclos ira à rebours. À rebours de cette domination sur les femmes, il propose autre chose, et entrevoit les nécessaires révolutions et revendications féminines qui émergeront progressivement. C'est précisément ce pan de son œuvre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, mais pas avant d'avoir réétudié sa biographie, savoureuse et pour le moins hétéroclite également. Et si ce programme vous plaît, comme toujours, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, et pourquoi pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous voici partis pour redécouvrir la vie de Choderlos de Laclos et vous le verrez, c'était un homme haut en contraste. Tout commence en 1741 à Amiens. Laclos naît dans une famille récemment anoblie, une noblesse fragile, encore en quête de légitimité. Et ce détail n'est pas anodin, car toute sa vie, Laclos sera à la lisière, c'est-à-dire assez noble pour aspirer et pas assez pour être pleinement accepté. Une position inconfortable qui nourrit à la fois son ambition et finalement aussi son ressentiment. Très tôt, son père l'oriente vers une carrière militaire. En 1760, il entre à l'école royale d'artillerie de la Fère. Il ne choisit pas l'artillerie par passion de la guerre, mais presque par lucidité, car c'est une arme technique où l'intelligence compte autant que la naissance. Et Laclos s'avère être un esprit rigoureux, mathématique, méthodique. Mais, à peine sa formation achevée, la réalité le rattrape. La guerre de 7 ans s'achève en 1763 et avec elle les espoirs de gloire. Ce qui attend Laclos n'est pas le fracas des batailles, mais le silence des garnisons. Pendant des années, il est assigné à des postes sans éclat, condamné à une routine militaire qui l'ennuie profondément. Cet ennui, pourtant, va devenir un terreau.
car Laclos est de ceux qui transforment l'immobilité en réflexion. Entre 1765 et 1776, il entre en franc-maçonnerie, fréquente différents cercles intellectuels et commence à écrire. Mais rien encore de décisif, quelques poèmes, des textes légers. Il tente même en 1777 une percée dans le monde du théâtre avec un opéra comique, Ernestine. La représentation donnée devant Marie-Antoinette elle-même tourne court, c'est un échec. Mais du coup, Laclos retourne à ce qu'il connaît, la discipline militaire, les missions techniques et la solitude. À la fin des années 1770, il est envoyé sur l'île d'Aix pour superviser des travaux de fortification. Le lieu est isolé, presque austère, et c'est là, paradoxalement, que tout va se jouer. Car dans cet isolement, Laclos lit, réfléchit et observe. Il admire profondément Jean-Jacques Rousseau, notamment la Nouvelle Héloïse, qu'il considère être un modèle presque parfait du roman. Mais là où Rousseau, pour sa part, explore dans ce roman la sincérité des sentiments, Laclos va s'intéresser à leur envers, la manipulation, le calcul, le pouvoir. C'est dans ce contexte, entre frustration militaire et effervescence intellectuelle, qu'il commence à écrire Les Liaisons dangereuses. Nous sommes autour de 1780, il a presque 40 ans, et il a le sentiment déjà que sa carrière est en train de se refermer. Pas de guerre, pas d'avancement, peu de reconnaissance. Alors, il écrit avec une lucidité presque clinique. En 1782, le roman paraît et c'est un choc. Le succès est immédiat, fulgurant. Mais c'est aussi un succès mêlé de scandale, car ce que Laclos donne à voir, ce n'est pas seulement une intrigue libertine, c'est une autopsie morale de l'aristocratie, un monde où les sentiments sont des armes, où la séduction devient stratégie, et où l'autre n'est finalement qu'un terrain de conquête. Laclos devient célèbre du jour au lendemain. Mais dans l'armée, évidemment, on pouvait s'en douter, cette célébrité dérange, on lui reproche d'avoir attaqué l'ordre social. Et donc, il est rappelé à ses fonctions et renvoyé à une vie plus discrète. Et pourtant, derrière l'auteur sulfureux, il y a un homme qui déjoue les attentes. En 1783, à La Rochelle, il rencontre Marie Soulange Dupéré. Elle a 24 ans, il en a plus de 40, mais entre eux, c'est finalement une véritable histoire d'amour qui va se nouer. Ils auront des enfants, il l'épouse en 1786 et il lui restera fidèle, rien à voir donc avec le vicomte de Valmont. Laclos est, dit-on, froid, méthodique, presque austère, mais profondément attaché à sa femme et à sa famille. Dans le même temps, il développe d'ailleurs une réflexion étonnamment moderne sur la condition féminine, mais cela, nous le verrons en seconde partie d'épisode. Et puis vient la Révolution. À partir de 1788, Laclos entre au service du duc d'Orléans. Il se retrouve plongé au cœur de l'agitation politique. Il écrit, conseille, participe au débat. Il devient même rédacteur d'un journal proche des Jacobins. Pendant quelques années, il semble trouver là un nouveau terrain d'expression, la politique finalement comme prolongement de la stratégie. Mais bon, la révolution est instable, mouvante et quelque part un peu dangereuse aussi. En 1792, la France est en guerre. Laclos est nommé à des fonctions importantes dans l'artillerie. Il organise, il structure. Son rôle dans la préparation de la bataille de Valmy, bien que un peu sous-estimé, reste malgré tout réel. Et pourtant, une fois encore, tout bascule. En 1793, à cause de ses liens avec le duc d'Orléans, il est arrêté et emprisonné. Et va alors commencer une période d'incertitude absolue. La prison de Picpus, la menace constante de la guillotine, l'attente. Il voit tomber autour de lui des figures majeures de la Révolution et finalement il n'échappera que de peu à la mort lors de la chute de Robespierre en 1794, ce qui est une survie presque miraculeuse. Lorsqu'il est libéré en 1795, Laclos n'est plus tout à fait le même. Il tente de revenir en politique, sans succès. Il va envisager la diplomatie, monter des projets qui échouent. Et peu à peu, donc, il s'efface. Jusqu'à ce qu'un autre artilleur, plus jeune, plus ambitieux, ne vienne bouleverser l'ordre établi. Napoléon Bonaparte. Avec lui, Laclos retrouvera une place. En 1800, il est réintégré dans l'armée comme général de brigade et participe à de nouvelles campagnes. Mais les années ont passé et son corps ne le suit plus. En 1803, il meurt à Tarente, en Italie, affaibli par différentes maladies. Il laisse derrière lui une œuvre unique, un seul grand roman. Mais alors, quel roman? Un peu à l'instar d'Émilie Brontë dont je vous ai parlé il y a quelques semaines déjà. Mais un roman qui, encore aujourd'hui, continue de fasciner, de déranger, de troubler. Parce qu'au fond, Laclos n'a pas seulement écrit une histoire de séduction, il a écrit une mécanique du pouvoir, une cartographie des rapports humains. Et peut-être aussi, finalement, a-t-il écrit le reflet le plus intime de ses propres contradictions.
Et voilà, après avoir parlé de Choderlos de Laclos et de ses multiples carrières et revers de carrière d'ailleurs, nous allons pouvoir nous pencher sur son autre texte, pas celui flamboyant des liaisons, mais un qui n'en est pas moins puissant. Il s'agit de celui, bref, percutant, qu'il rédigea pour l'Académie de Chalon-sur-Marne en 1783. Il faut pour cela se replacer un petit peu dans le contexte intellectuel du XVIIIe siècle. Celui où les académies, pour se faire connaître et parce que les débats publics étaient de façon générale très prisés, posaient des questions publiques auxquelles des hommes, oui parce qu'elles étaient interdites aux femmes ces académies, pouvaient répondre à un petit cénacle d'hommes, toujours, oui, cultivés. C'est notamment comme cela que Rousseau passera à la postérité avec son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et c'est donc aussi pour répondre à une question proposée par l'Académie que notre cher Choderlos de Laclos proposa son texte désormais connu sous le nom de l'éducation des femmes. Toujours pour vous replacer dans le contexte, je rappelle la question de l'Académie qui s'intitulait, en bon vieux François, quel sera le meilleur moyen de perfectionner l'éducation des femmes? Et peut-être aussi, pour se replacer toujours dans l'histoire intellectuelle, qu'il n'est pas inutile également de rappeler que Jean-Jacques Rousseau, toujours lui, sur le sujet de l'éducation des femmes, quelques 20 ans auparavant, dans son Émile ou de l'éducation, exposait le point de vue suivant, je cite. Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu'on ne remontera pas à ce principe, on s'écartera du but, et tous les préceptes qu'on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. Est-il vraiment utile de souligner ici que c'est finalement une opinion assez répandue que confirme Rousseau, et que donc de son côté, rien de très révolutionnaire dans sa conception des choses, mais vous allez voir qu'il en va tout autrement de la réponse que donne Laclos de sa vision de la place de la gente féminine dans la société française du XVIIIe. À la question de savoir par quels moyens on pourrait perfectionner l'éducation des femmes, Laclos répond en effet de but en blanc, et vraiment quasiment d'emblée, c'est-à-dire après un mini préambule de rigueur pour assurer l'Académie de ses meilleures intentions et volonté de servir à la vérité, que, je cite, « Il faut donc oser le dire, il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. » Et là, normalement, vous devez toutes et tous crier au scandale. Quoi? Comment? Mais comment hostile? Du calme dans la salle, n'ayez crainte, parce qu'il poursuit de la sorte. Où le mot éducation ne présente aucun sens, où l'on ne peut l'entendre que du développement des facultés de l'individu qu'on élève, et de la direction de ses facultés vers l'utilité sociale. Cette éducation est plus ou moins parfaite, à proportion que le développement est plus ou moins entier, la direction plus ou moins constante. Que, si au lieu d'étendre les facultés on les restreint, et ce n'est plus éducation, c'est dépravation. Si, au lieu de les diriger vers l'utilité sociale, on les replie sur l'individu, c'est seulement alors instinct perfectionné. Mais les facultés se divisent en sensitives et en intellectuelles. De là, l'éducation physique et l'éducation morale, qui, séparées dans leur objet, se réunissent dans leur but. La perfection de l'individu pour l'avantage de l'espèce. Dans le cas particulier qui nous occupe, la femme et l'individu, l'espèce et la société. La question est donc de savoir si l'éducation qu'on donne aux femmes développe ou tend au moins à développer leurs facultés, à en diriger l'emploi selon l'intérêt de la société, si nos lois ne s'opposent pas à ce développement et nous-mêmes à cette direction. Et enfin, si dans l'état actuel de la société, une femme telle qu'on peut la concevoir formée par une bonne éducation ne serait pas très malheureuse en se tenant à sa place et très dangereuse si elle tentait d'en sortir. Tels sont les objets que je me propose d'examiner. Choderlos de Laclos nous propose ici de nous rappeler ce que Geneviève Fraisse énonçait et que je vous rappelais en introduction. De facto, les femmes sont laissées à l'époque en dehors de la sphère publique, la cité, cantonnées au foyer. Et donc, si l'on entend que l'éducation doit tendre, selon Laclos, vers l'amélioration globale de la société et de l'humanité, il faudrait déjà que les femmes puissent être considérées comme partie prenante aux décisions collectives, c'est-à-dire comme des sujets politiques en tant que tels et non des objets passifs et dépourvus de droits. Il souligne d'ailleurs que les volontés d'éducation des femmes sont en réalité contradictoires avec les lois qui prévalent dans la société du XVIIIe siècle. De deux choses l'une, soit la femme devient éduquée, éclairée et au fait des théories politiques et philosophiques de l'époque, et donc ne pourra se contenter d'être enfermée dans la sphère privée, interdite de concourir au destin collectif, soit elle demeure en état d'asservissement et de servitude volontaire.
De là, l'appel qu'il fait, qui est ma foi plutôt visionnaire, celui d'une révolution féminine et féministe. Ne me libère pas, je m'en charge, tel pourrait être le mot d'ordre de son texte. Il en appelle aux femmes et à leur esprit d'insurrection, tout en soulignant bien que nulle libération ne peut provenir des maîtres, autrement dit des hommes. Écoutez plutôt. Ô femmes, approchez et venez m'entendre, que votre curiosité, dirigée une fois sur des objets utiles, contemple les avantages que vous avez donnés la nature et que la société vous a ravis. Venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Comment, tombé dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel. Comment, enfin, dégradé de plus en plus par votre longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants mais commodes, aux vertus plus pénibles d'un être libre et respectable. Si ce tableau fidèlement tracé vous laisse de sang-froid, si vous pouvez le considérer sans émotion, retournez à vos occupations futiles. Le mal est sans remède, les vices se sont chargés en mœurs. Mais si au récit de vos malheurs et de vos pertes, vous rougissez de honte et de colère, si des larmes d'indignation s'échappent de vos yeux, si vous brûlez du noble désir de ressaisir vos avantages, de rentrer dans la plénitude de votre être, ne vous laissez plus abuser par de trompeuses promesses. N'attendez point les secours des hommes auteurs de vos maux. Ils n'y ont ni la volonté, ni la puissance de les finir. Et comment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles ils seraient forcés de rougir? Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. C'est difficile de poursuivre après une si belle tirade, mais l'épisode n'est pas encore fini, puisque, poursuivant son développement et sa réflexion sur l'esclavage des femmes, Choderlos de Laclos rappelle qu'éducation et esclavage sont incompatibles. Il me sera facile de prouver qu'il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation. Dans toute société, les femmes sont esclaves, donc la femme sociale n'est pas susceptible d'éducation. Si les principes de ce syllogisme sont prouvés, on ne pourra nier la conséquence. Or, que partout il y a esclavage, il ne puisse y avoir éducation. C'est une suite naturelle de la définition de ce mot. C'est le propre de l'éducation de développer les facultés. Le propre de l'esclavage, c'est de les étouffer. C'est le propre de l'éducation de diriger les facultés développées vers l'utilité sociale. Le propre de l'esclavage est de rendre l'esclave ennemi de la société. Si ces principes certains pouvaient laisser quelques doutes, il suffit pour les lever de les appliquer à la liberté. On ne niera pas, apparemment, qu'elle ne soit une des facultés de la femme, et il implique que la liberté puisse se développer dans l'esclavage. Il n'implique pas moins qu'elle puisse se diriger vers l'utilité sociale, puisque la liberté d'un esclave serait une atteinte portée au pacte social fondé sur l'esclavage. Inutilement voudrait-on recourir à des distinctions ou des divisions. On ne peut sortir de ce principe général que sans liberté, point de moralité, et sans moralité, point d'éducation. En digne héritier de la philosophie des Lumières et de la pensée de Rousseau sur l'état naturel de l'homme avec un H majuscule, Choderlos de Laclos démontre ensuite que dans l'état naturel, hommes et femmes naissent tous deux libres et égaux, et que leur inégalité n'est qu'un résultat du contrat social et un pervertissement de la nature induit par la société. La nature ne crée que des êtres libres, la société ne fait que des tyrans et des esclaves. Toute société suppose un contrat, tout contrat, une obligation respective. Toute obligation est une entrave qui répugne à la liberté naturelle. Aussi, l'homme social ne cesse de s'agiter dans ses liens, il tend à s'y soustraire, il cherche à en rejeter le poids sur ses semblables, il ne veut retenir que le bout de la chaîne pour les diriger à son gré. Il suit de là que, si l'oppression du fort envers le faible n'est pas une loi naturelle, dans le sens où les moralistes prennent ces mots, elle n'en est pas moins une loi de la nature, ou plutôt la première vengeance que la nature abandonnée tire de l'homme social. Il suit de là que toute convention faite entre deux sujets inégaux en force ne peut produire qu'un tyran et un esclave. Il suit encore de là que dans l'union sociale des deux sexes, les femmes, généralement plus faibles, ont dû être généralement opprimées. Les femmes manquant de force ne purent défendre et conserver leur existence civile. Compagnes de nom, elles devinrent bientôt esclaves de fait et esclaves malheureuses. Leur sort ne dut être guère meilleur que celui des Noirs de nos colonies. Choderlos de Laclos laissera sa dissertation inachevée, et elle ne fut pas publiée de son vivant.
la première édition de ce texte parut au XXe siècle, pour une raison inconnue. Peut-être que, dans la suite de ces liaisons dangereuses qui avaient tant dérangé à leur parution, Choderlos a-t-il pressenti que l'heure n'était pas encore à l'émancipation féminine, ce que d'ailleurs le destin d'Olympe de Gouges montrera assez, une décennie plus tard. J'espère que cet épisode et cette plongée dans un aspect plus méconnu de notre cher Choderlos de Laclos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles épopées littéraires.